À la une de cette édition, les défis du numérique dans l'espace AES, sujet au centre d'un entretien entre le président nigérien et les ministres en charge de la question au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils sont réunis à Niamey à la faveur de la semaine du numérique. Opération des femmes sur le terrain. Le chef d'état-major de l'armée de terre est dans la région de Kidal pour soutenir les hommes. C'est aussi l'occasion pour lui d'apprécier les conditions et l'évolution des opérations. Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka nous fera le point. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Après la commune, place à la phase régionale qui débute demain. Dans ce 20h, la rédaction vous propose un grand reportage sur le mécanisme traditionnel de gestion et de prévention des conflits au Mali. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Niamey, la capitale nigérienne, abrite depuis hier la semaine du numérique. La rencontre mobilise les ministres en charge de la question des pays de l'AES. Ils ont été reçus par le chef de l'État nigérien au centre des échanges. Les défis du numérique dans l'espace AES. On en sait plus dans ce commentaire signé Boubacar Bablé-Touaré. En marge de la semaine du numérique qui se tient dans la capitale nigérienne, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, a été reçu par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Au menu des échanges, comment faire du numérique un levier de développement en Afrique en général et dans l'espace AES en particulier. Le chef d'État a eu des échanges très approfondis avec nous sur sa vision qui est partagée avec ses frères du Burkina et du Mali sur le progrès par le numérique. Mais le chef d'État veut un numérique au service de l'humain. Parce que vous savez que le numérique, autant il est indispensable, il peut être aussi négatif. Donc le chef de l'État a donné des indications claires et nous avons réussi tout son soutien, qui lui-même est inspiré par sa volonté politique et sa clairvoyance. Aujourd'hui, nous sortons satisfaits de cet entretien et comprendre que les chefs d'État et les populations du Sahel ont compris qu'il faudrait avancer sur le numérique pour ne pas être en retard. La machine, comme je l'ai dit, ne fait pas de différence entre les hommes. Et donc c'est aux hommes, de par leur capacité intrinsèque, de faire la différence et de résoudre leurs problèmes. Et le chef de l'État nous a dit de travailler pour un numérique qui résout les problèmes des populations. Cette semaine du numérique du Niger se tient après le salon du numérique au Burkina Faso, toujours dans l'espace AES. Une manière de faire du numérique un moyen de consolidation de la coopération entre ces pays des trois frontières. En marge de la semaine du numérique, les ministres en charge de l'économie numérique de l'AES ont découvert le projet Village intelligent. Les visiteurs ont eu droit à des exposés sur les composantes du village intelligent. Un projet structurant qui permet au Niger de réussir sa transition digitale de façon inclusive. Une initiative qui a d'ailleurs séduit les visiteurs car selon eux, il s'agit de faire du numérique un levier de développement socio-économique. Le président de l'APDP et le directeur général de la SMTD participent également à ce rendez-vous. Ils ont notamment animé un panel sur l'accès universel des TIC dans les pays de l'AES, cas du Mali. Écoutons respectivement professeur Mamadou Samake Samasekou et Cheikh Omar Traoré à l'issue du panel. Il s'agit en fait d'un échange d'expériences des différents services qui s'occupent donc de l'économie numérique en général. Donc il s'agit pour chaque pays donc, de dérouler donc, son expérience, partager les bonnes pratiques, mais également les difficultés face à l'accès universel, qui est un défi pour tous nos États. Le panel d'aujourd'hui portait sur l'état des lieux des infrastructures de télécommunications. Donc il s'agissait de faire un état des lieux sur les infrastructures de télécommunications au Mali, au Burkina et au Niger. Les difficultés sont les mêmes. Nous avons pratiquement les mêmes étendues du territoire, le Mali et le Niger. Et la plus grosse difficulté, c'est l'insécurité des sites de télécommunications qui sont souvent vandalisés et qui subissent également des actes de sabotage aussi. Et la seconde difficulté, c'est par rapport à l'énergie. Donc nous avons de sérieux problèmes par rapport à l'énergie sur les sites de télécommunications. En termes de perspective, c'est l'investissement dans les infrastructures de télécommunications, l'investissement dans les projets de data center et le renforcement de la fibre optique aussi sur l'ensemble du territoire.
Ici à Bamako, le Premier ministre rencontre une délégation de l'Ordre des géomètres maliens. L'entretien a porté sur l'organisation de la Semaine des géomètres experts du Mali. Le Maroc est l'invité de cet événement auquel prennent part d'ailleurs d'autres pays de la sous-région. Le point avec Al-Husseini Touré. La Semaine des géomètres experts est une occasion pour les professionnels du métier de réfléchir sur les sujets qui les préoccupent à travers des ateliers et des panels. Ça va être un lieu du donner et du recevoir. Et pour cela, comme ça a été déjà dit, le Maroc est le pays d'honneur qui a pu mobiliser une forte délégation. Il y a aussi d'autres pays. Invité d'honneur de cette semaine des géomètres experts, le Maroc a affirmé sa disponibilité à partager avec les géomètres maliens l'expérience développée depuis des années afin de les aider à mieux s'implanter dans leur secteur. Le Maroc a bien sûr répondu présent dès qu'il a reçu la demande de pouvoir être présent également dans cette semaine des géomètres et d'être le pays d'honneur. Et c'est juste pour également personnifier et diversifier la grande relation de coopération et l'excellence des relations qui sont entre nos deux pays. La semaine des géomètres experts du Mali, pour nous, c'est une opportunité pour partager avec eux et échanger sur notre expertise et notre expérience dans plusieurs domaines, notamment la sécurité foncière, l'utilisation des nouvelles technologies au service des sciences topographiques et bien sûr tout ce qui est en relation avec l'aménagement du territoire. Le Premier ministre a pour sa part loué la qualité et la spécificité de la coopération maroco-malienne. Le roi du Maroc Hassan II a dit aux uns aux autres que les relations avec le Mali sont particulières. C'est des relations qui poussent leurs racines très loin. Des relations qui durent des siècles. Et donc, nous qui sommes de la nouvelle génération, c'est ce que nous pensons. C'est un devoir de ne pas couper ce fil historique. Soyez chez vous, comme on le dit, et soyez sûr que vous êtes dans un pays ami. C'est vrai, nos pays ne font pas frontières, mais les relations, c'est comme les relations entre frères et amis. On dit les frères, on ne les choisit pas. Les amis, on peut les choisir. Mais dans le cas d'espèce, vu les relations historiques et tout ce que je viens de vous dire, le Maroc apparaît comme un pays frontalier du Mali. Il est donc parent, frère et ami par ce qui se passe actuellement tous les jours. Je voudrais donc vous souhaiter très bon séjour à la République du Mali, vous dire que ce qui va se passer les jours à venir, c'est quelque chose de très utile pour nos deux nations. Nous sommes en phase de reconstruction. Nous, au Mali, nous sommes en phase de stabilisation du processus de souveraineté qui a été acquise. Les conclusions de la semaine des géomètres experts sont très attendues par les professionnels qui en feront une exploitation opportune pour faire évoluer le secteur. Restons à la primature où le chef du gouvernement s'est entretenu également avec les membres de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali sur les défis de leur profession. Le soutien à la transition s'est également invité dans les débats. Nous retrouvons Al-Husseini Touré. La Fédération nationale des orpailleurs du Mali se veut un partenaire privilégié de l'État dans l'organisation du secteur qui connaît beaucoup de défis malgré son potentiel. Monsieur le Premier ministre, la FENOM du Mali s'engage dans la reconquête économique dans l'orpaillage pour que l'or brille pour tous les Maliens. Slogan du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Dans cette reconquête économique, la FENOM vous informe que la route est épineuse par l'exploitation illégale de la ressource, des ressources naturelles, la détérioration de l'environnement, le travail des enfants mineurs dans l'orpaillage, le non-recensement des orpailleurs, la non-détention des papiers administratifs par les orpailleurs. Monsieur le Premier ministre,
La FENOM sollicite l'accompagnement de l'État dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières au Mali. Le Premier ministre a donné l'assurance de sa disponibilité et de celle de son gouvernement à travailler avec les orpailleurs pour protéger leur profession. J'ai expliqué ici qu'il y a un pays qui a été exposé à la bourse des valeurs d'un pays de l'OCDE, la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali. On a converti ce montant en dollars. On a comparé au montant que les techniciens maliens disent que ça a été importé dans ce pays-là, exporté. Quand j'ai comparé les deux chiffres, la différence, c'est le budget de l'État malien. Le budget de l'État malien. Au Betounouna, tout est perdu. Quand j'ai demandé, mais quelle est la raison? Il y a beaucoup de raisons, c'est vrai, mais l'une des raisons, c'est l'orpaillage clandestin. C'est le non-encadrement de l'orpaillage clandestin. Et vous venez de demander que l'État s'organise pour que tout l'or qui sort du territoire malien, du sous-sol malien, soit su par l'État malien. Que les citoyens bénéficient, que l'État bénéficie et qu'on crée les emplois et qu'on enrichit les Maliens. Si on règle cela, il y a beaucoup de problèmes économiques qu'on va résoudre, financiers disons. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire que le président de la transition, tout le gouvernement, toutes les autorités de la transition, aujourd'hui, considèrent votre secteur, le secteur des mines, comme l'un des secteurs les plus stratégiques pour le redressement du Mali, pour le recouvrement de notre indépendance totale. L'orpaillage est une forme d'exploitation traditionnelle de l'or basée sur des connaissances ancestrales qui connaît aujourd'hui une évolution vertigineuse grâce à l'introduction de substances et de matériel pas toujours conventionnels. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, informe l'opinion publique de la signature par le président de la transition du décret du 11 avril 2024 accordant des grâces collectives. Cette décision, qui est une mesure de clémence accordée aux détenus civils et militaires ayant fait l'objet d'une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation, a concerné 298 détenus prisonniers pensionnaires des établissements pénitentiaires suivants: Maison centrale d'arrêt de Bamako, Maison centrale d'arrêt de Kinyoroba, Centre pénitentiaire agricole de Kinyoroba, Centre spécialisé de détention et de réinsertion pour femmes de Bolé, les maisons d'arrêt et de correction de Kaï, Nyoro du Sahel, Djema, Bafoulabé, Tukoto, Koulikoro, Kati, Djoila, Fana, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Katiolo, Ségou, San, Kolokani, Kangaba, Nara, Baraweli, Markala, Nyono, Kita, Kolondjeba, Kenyeba, Wolesebougou, Mopti, Bandiagara, Koro, Gao, Tombouctou et Nyafenke. Les intéressés ont bénéficié, selon leur situation pénale, de remise partielle ou totale sur le reliquat de la peine au terme de l'article 65 de la Constitution du 22 juillet 2023 et de l'article 2 de la loi numéro 82-117 ANRM du 23 décembre 1982 déterminant les conditions d'exercice du droit de grâce. Cette décision est motivée par des raisons hautement humanitaires eu égard à la période de grande canicule, aux effets fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires. Elle répond également à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires qui connaissent une forte densité et participent de l'amélioration du climat social en détention par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, rassure les populations que ces mesures ne sauraient aucunement porter préjudice aux droits des tierces, conformément à l'article 3 de la loi précitée,
et réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer inlassablement pour rassurer la promotion et la protection des droits humains et la préservation de la dignité humaine en milieu pénitentiaire. Signé Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des SO. Également dans l'actualité, déjeuner professionnel sur la loi de finances, un cadre d'échange et de partage entre les acteurs du secteur privé et des membres du Conseil national de transition, une initiative du patronat malien. Les détails, c'est avec Abdul Karim Kaba. Ce cadre d'échange avec les acteurs du secteur privé sur les grandes lignes de la loi des finances est plus que nécessaire. Il permet à l'ensemble des parties prenantes d'être mieux imprégnées sur cette question. Au Conseil national du patronat du Mali, c'est une tradition de rencontrer les décideurs afin que les acteurs concernés puissent jouer leur partition au processus de développement du pays. C'est un thème majeur. On pourrait se demander quel est le rôle du secteur privé dans la loi de finances 2024. Nous savons tous que normalement c'est des contributeurs d'impôts et de taxes et qu'à ce titre, normalement ils doivent comprendre comment cet instrument il est conçu, comment il est géré et comment il est déployé et comment il est évalué. Et c'est cet objectif que nous fixons ce matin pour que nous puissions comprendre ensemble. Par rapport au budget, nous voulons aussi comprendre avec vous comment vous voyez la contribution du secteur dans l'avenir, dans ce processus d'élaboration de la loi des finances. Au niveau de l'organe législatif, cette initiative du Conseil national du patronat du Mali est salutaire, en ce sens qu'elle contribue à éclairer la lanterne de la population sur la loi des finances 2024. Cette dernière se chiffre à plus de 2 000 milliards de francs CFA en recettes et plus de 3 000 milliards de francs CFA en dépenses. Nous, de la Commission des finances, chargée aussi, je l'ai dit tantôt, de la promotion du secteur privé, osons espérer que ce petit déjeuner professionnel marquera à coup sûr l'amorce d'une fructueuse collaboration entre le CNBM et la Commission des finances du CNT. D'un véritable dialogue franc et sincère entre le secteur public et privé et pour un développement harmonieux du climat des affaires au Mali. Durant plusieurs décennies, notre économie a souffert du dogme de la lutte contre l'inflation et nous avons ignoré la croissance. C'est ce qu'il faut corriger. Et pour le faire, il est essentiel d'être à l'écoute du secteur privé, de l'accompagner, de le soutenir, de l'encadrer, car c'est lui le principal acteur économique auquel rien ne peut se substituer. La loi des finances, sous toutes ses formes et dans toutes ses facettes, a été décortiquée par les membres du CNT devant les acteurs du secteur privé venus en nombre pour participer à ce petit déjeuner professionnel. Cette rencontre permettra à coup sûr de créer un climat de sérénité et de confiance entre le sommet et la base. Le Conseil national du patronat du Mali veut marquer la volonté du secteur privé à apporter sa contribution au développement du pays. Les femmes parlementaires du Conseil national de transition, elles sont réunies depuis ce matin à Banankoroni, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Elles renforcent leurs compétences en matière de la planification et de la budgétisation sensible au genre. Une quinzaine d'hommes parlementaires sont également invités à la formation. Sokona Kabisoko. D'un constat des femmes du Conseil national de transition, la politique nationale JAR connaît une faiblesse au niveau organisationnel, administratif, politique et programmatique. Comment gérer cette faiblesse et faciliter l'intégration de la dimension JAR dans les différents programmes et budgets de l'État? C'est à cette question que tente de répondre le réseau des femmes parlementaires du Conseil national de la transition à travers cet atelier. Nous, femmes du CNT, nous devons œuvrer pour que toutes les décisions prises par notre pays dans ce cadre soient une réalité. Parce que ce qui est à déplorer, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui protègent les droits des femmes, même sur le plan budgétaire, mais l'application reste un problème. Et nous devons retenir que ce n'est pas seulement voter les lois qui est le problème. Et notre rôle aussi est de faire en sorte que ces lois soient appliquées. Dans le budget de 2004, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant
et de la famille n'a pas vraiment un montant conséquent dans le budget. Le réseau des femmes parlementaires souhaite que le budget de ce département soit revu à la hausse en 2024 pour permettre la mise en œuvre des programmes sensibles aux gens. Nos attentes, c'est de nous améliorer, d'apprendre des petits détails que nous ne maîtrisons pas, surtout sur le JAR, surtout sur le financement et surtout sur la budgétisation. La rencontre de 3 jours doit permettre à la trentaine de participants de mieux cerner la problématique et les enjeux liés au JAR. Ils seront également édifiés sur l'intégration du JAR dans le processus de programmation et de budgétisation. L'engagement de ONU Femmes, c'est d'être aux côtés des institutions maliennes, de les accompagner à mieux comprendre ces dynamiques, à mieux intégrer ces dynamiques qui sont déjà faites dans l'institution. Le réseau des femmes parlementaires maliennes, en organisant cet atelier, est dans son rôle, car conforme à ses missions et objectifs. L'objectif spécifique est de renforcer les liens qui existent entre la promotion et l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomisation des femmes. Je vous demande humblement, chers participants et participantes, de bien suivre cette formation qui vous sera utile dans vos missions parlementaires. Cet atelier avait été recommandé par les 42 femmes du CNT lors d'une formation tenue à Ségou du 21 au 23 juillet 2023. Rendons-nous à présent sur le terrain pour suivre la visite du chef d'état-major de l'armée de terre auprès des hommes. Le général de brigade Haruna Samake est dans la région de Kidal pour apprécier les conditions et l'évolution des opérations. Sidi Elmedi Ag Albaka et Moussa Togo ont suivi cette visite de terrain. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake et le colonel-major Daouda Traoré, commandant du PCAT Est de l'opération Maliko, en visite à Kidal pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Après les honneurs militaires à l'accueil, le chef d'état-major de l'armée de terre et sa délégation ont eu des échanges avec le commandement et les troupes à Kidal, à Aguelhok et à Tessalit. Les FAMA ont étalé un chapelet de réalisations sur les plans militaires à travers des opérations spéciales pour traquer et détruire les GAT et leurs alliés, mais aussi à travers des activités civilo-militaires pour soutenir les populations et faciliter les retours des déplacés. Il est nécessaire pour nous, en tant que chef, dans le cadre du commandement de proximité, de venir voir nos éléments sur le terrain, recueillir leurs problèmes, recueillir leurs sentiments afin de trouver des solutions pour pallier à ces problèmes. Le général de brigade Haruna Samake a transmis les messages de félicitations du commandement aux hommes et a exhorté les FAMA à renforcer l'unité, la cohésion et la discipline dans les rangs, des valeurs indispensables pour la réussite de cette noble mission. La cohésion, la discipline et l'unité. Parce qu'aujourd'hui, les FAMA sont la vitrine non seulement pour le peuple malien, mais pour le peuple africain en général. La délégation a aussi rendu une visite au gouverneur de la région de Kidal, le général de division Al-Haj Gamou, pour une prise de contact avec le nouveau commandant de zone. À Adelhok, le général de brigade Haruna Samake et sa délégation se sont inclinés devant la mémoire du capitaine Sékou Traoré et ses hommes tombés en 2012, car aucun soldat malien ne sera oublié. À l'école des sous-officiers d'active de Banankoro, nous sommes dans la région de Ségou. 757 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays d'Afrique viennent de recevoir leurs passants. C'est une épaulette qui sanctionne la fin de la formation commune de base de 3 mois de la première année à l'ESO. Le reportage est signé Fousseni Samake. Ils sont 757 élèves sous-officiers d'active ESOA 1 de Banankoro, dont 152 personnels féminins, à recevoir les épaulettes appelées passants. Le passant sanctionne la fin des 3 premiers mois de formation commune de base et de transmission de certains fondamentaux de l'armée à l'ESO. J'en suis persuadé
que vous venez d'être initié et que vous avez passé avec succès les épreuves. Ils ont pu apprécier par vos rares qualités et corriger les immenses lacunes que vous aviez avant d'oser prétendre rejoindre la famille des grands hommes qui sont les Chifis. Ces jeunes de la première année de l'école des sous-officiers sont composés des Maliens et des ressortissants des pays amis, Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Conakry, Niger, Tchad et Togo. La formation a bien débuté et les cadres et les instituteurs se sont donnés à fond. Bon, l'instruction est à haut niveau aussi. Donc je compte pouvoir partir ici avec une tête bien remplie pour pouvoir répondre aux exigences de pourquoi le pays m'a envoyé. Une armée ne vaut que par la qualité de ses sous-officiers parce que le sergent est le premier cadre. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Mali peut encore une fois compter sur ses ressources humaines parce que ces jeunes ont été formés suivant les traditions des bitons et surtout entraînés. Et rien n'est à refaire, comme on dit toujours, peut mieux faire. La cérémonie de remise des passants de cette 19e promotion de l'ESO a pris fin par un défilé militaire des jeunes de la première année, suivi de ceux des aînés de la deuxième année. Restons dans la région où la formation des admis de la fonction publique pour le service militaire obligatoire se déroule bien à Bafo. C'est du moins le constat du ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette 5e cohorte est composée entre autres d'enseignants, des collectivités, de fonctionnaires de la nouvelle ENA ou encore d'agents de justice. Le point avec Ramata Konaté et Bassi Traoré. C'est une 5e cohorte forte de 797 fonctionnaires, dont 102 personnels féminins, qui reçoit la visite du ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. Après 2 mois de formation, ces fonctionnaires en service militaire obligatoire à Bafo se disent déjà bien imprégnés des notions civiques et militaires. Nous avons compris que la force d'une armée, c'est la discipline. Ici, nous avons été formés intellectuellement, moralement et physiquement. Donc cela nous donnera toute l'attitude nécessaire à servir l'État et défendre les intérêts supérieurs de l'État. On apprend à dépasser nos capacités physiques, à dépasser nos capacités mentales à travers la discipline justement, à travers la rigueur, le vivre ensemble, la cohésion sociale, puisque nous sommes un melting pot de tout le Mali. Tout le Mali est représenté ici. Cette visite de quelques pans de la formation de ces recrues de la fonction publique et des collectivités constitue une source de satisfaction à plus d'un titre. C'était important pour nous, à un certain niveau, que le ministre se présente pour voir de ses propres yeux et d'apprécier afin que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte si on est en train de faire le bon travail. Par rapport aujourd'hui à l'engagement des encadreurs, des instructeurs qui sont là, c'est extraordinaire l'engagement qui est là. Et je pense que ça se dénote aussi sur les recrues. Vous avez vu des recrues qui sont requinquées à bloc. Nous avons des recrues vraiment hyper motivées. Et aujourd'hui, il y a eu des séances de démonstration qui nous ont montré qu'à une allure, à 2 mois de formation, une allure de montage et de démontage des armes qui est quand même assez extraordinaire. C'est un travail qui est extraordinaire. Le président de la transition veut des fonctionnaires, des cadres de haut niveau qui soient disciplinés. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà à 2 mois, on peut dire que nous sommes dans la très très bonne voie d'avoir aujourd'hui des cadres qui sont aujourd'hui responsabilisés, engagés, déterminés et à servir. Nous sommes fiers de voir cette cohorte-là à un tel niveau et ça fait vraiment plaisir. Le visiteur du jour et ses hôtes se sont quittés sur des notes d'espoir pour le bon suivi de cette formation tout en s'inspirant des valeurs comme la rigueur, la détermination, l'engagement au service du Mali. Il faut forcément passer par des cadres. Nous ouvrons la page consacrée au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La phase régionale débute demain.
Cette phase concerne aussi les ambassades et consulats du Mali. En attendant, ici à Bamako, enseignants, chercheurs et directeurs d'instituts de recherche sont réunis pour un atelier universitaire de 3 jours. Ils travaillent notamment sur des propositions relatives à la paix et à la cohésion sociale. Batraoré. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui vient de boucler sa phase communale nécessite l'implication de toutes les couches de la société. Enseignants, chercheurs et responsables d'universités et d'instituts de recherche apportent leur contribution à travers un atelier universitaire de 3 jours à Bamako. Nous sommes des universitaires. C'est le moment de montrer la différence entre le monde universitaire et les autres à travers l'excellence des résultats qui sortiront de ces rencontres. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille représente son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'ouverture des travaux. Vous êtes les gardiens du savoir, les penseurs visionnaires qui peuvent éclairer notre chemin vers un avenir meilleur. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est plus qu'une simple nécessité. C'est une opportunité de réaffirmer notre humanité commune, notre solidarité et notre engagement envers un avenir meilleur pour tous les Maliens. En tant qu'universitaire, vous avez un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Votre expertise, vos recherches et vos analyses peuvent éclairer les décideurs et les acteurs sur les meilleures pratiques pour promouvoir la paix. D'importantes recommandations sont attendues de cette rencontre de 3 jours. Des conclusions qui seront de véritables contributions pour la réussite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. On en vient au grand reportage de la rédaction. Il porte sur le mécanisme traditionnel de prévention et de gestion de conflits dans notre société. Alors, question. Le dialogue intermalien en cours s'inspire-t-il ou doit-il s'inspirer du dit mécanisme ? Tamsir Diabaté et son équipe sont allés à la rencontre de chercheurs, traditionalistes et de notables pour en savoir davantage. Reportage. Le Mali a vécu des conflits et a connu des guerres de l'empire du Ouagadougou à celui de Songhai, en passant par l'empire du Karta jusqu'à nos jours. Et la famille nation, le Mali, est en train de vivre une époque particulière de son histoire depuis des décennies. Face à cette réalité du moment, il est important, voire impératif, d'interroger le passé. Mieux se souvenir de ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage, aussi et surtout comme mécanisme de prévention et de gestion des conflits avant, pendant et après. Comment ça se passait? Il faut voir les époques, les aires culturelles et qui était en conflit avec qui. À un niveau local, on va utiliser des mécanismes locaux. À un niveau un peu plus vaste, par exemple entre 2 royaumes, on utilisait des mécanismes qui incorporaient la diplomatie, notamment l'intervention des femmes et des Nyamakala. Et à un niveau plus large, quand il s'agissait des grandes guerres impériales, soit de défense, soit de conquête, il fallait, en plus des ressources et des compétences locales, beaucoup d'institutions militaires et civiles qu'on mettait à contribution. On confiait des tâches à tout un chacun, on négligeait personne. Donc toi, tu es de tel statut, toi, tu dois obligatoirement gérer telle tâche. Ça, c'est obligatoire, puisqu'on faisait ce qu'on appelle la mobilisation générale. Mobilisation générale en Ko ou en Bambara, on dit Forobaton. Les mécanismes traditionnels, c'est que, généralement, le chef de quartier, chez qui on va, il pose un certain nombre de problèmes pour savoir quelles sont les autres personnes susceptibles de pouvoir l'aider à trouver les solutions. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Le dialogue intermalien s'inspire-t-il de ce mécanisme de prévention et de gestion des conflits? Si on lit les termes de référence, parce qu'on a donné le temps et la latitude aux responsables quand même de penser la problématique selon nos valeurs, selon nos approches, on reconnaît cet héritage là-dedans. C'est un dialogue qui est inclusif. Un dialogue intermalien, mais qui est inclusif. C'est-à-dire que tout Malien est considéré.
Cette fois-ci, l'occasion est belle et opportune de soulever les bonnes problématiques et d'user de bons leviers pour débattre le fond du problème. Pour ce faire, que le temps soit utilisé en notre faveur plutôt qu'une contrainte, l'une des inquiétudes qui demeurent pour ce dialogue. Les mécanismes traditionnels prennent le temps qu'il faut, donnent le temps qu'il faut à chaque partie de s'exprimer pour faire sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur, mais aussi de donner tous les éléments d'appréciation. Et comme cela, on ne néglige rien. Et une fois qu'on tranche sur la base de tout ce qu'on connaît, en général, la solution est juste. Oui, nos ancêtres n'ont pas tort d'avoir eu très tôt la vision de travailler le multiculturalisme et la pluri-identité au point qu'on ne peut pas se séparer les uns des autres. Insensé qui croyait à la division du Mali. Nous avons toujours appris à être l'un de l'autre. Ça, c'est très important. Les gens de l'Est sont aussi de l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont aussi de l'Est. Et ça fait que, en termes d'identité, nous avons une mémoire partagée. Tu prends par exemple les Soninké, tu les trouves partout au Mali. Tu prends les Peuls, ils sont partout au Mali. A tellement eu à donner à l'autre et tellement eu à recevoir de l'autre qu'on ne peut pas en fait nous séparer carrément. Donc quel que soit le problème, une partie du problème se situe chez toi et une partie du problème se situe chez moi. Ça va nous condamner à discuter. Dans la vieille société Bamana, les enfants de même âge dans le village étaient circoncis le même jour. Il y a une certaine disons, affinité qui naît entre vous. Et quand il y a problème au niveau d'une famille, c'est les camarades d'âge qui peuvent interférer et atténuer le conflit. Le Toguna est un lieu de rencontre où on discute des sujets importants. C'est sous le Toguna qu'on convoque une personne fautive. Il y a des questions qui pourraient l'énerver à telle enseigne que la personne va vouloir se lever brusquement et le Toguna l'empêche car l'intérieur est trop bas et un homme de taille normale ne peut s'y tenir debout. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a amorcé son envol est aperçu comme un moment de confirmation de son appartenance et de son degré d'attachement à la patrie et à l'appel pour cette cause nationale. Chaque Malien, où qu'il soit, doit se sentir concerné. Et deux, chaque fois qu'on va se retrouver et discuter, il y aura une nouvelle vérité que moi je vais découvrir. Il y a une nuance qu'on va capter. Il y a un détail qu'on aura oublié ou qu'on aura mis de côté, qu'on pourra maintenant rajouter comme sujet de conversation et enrichir les débats et la réflexion. Et c'est en cela que ceux qui refusent de venir ont tort. Auparavant, quand on faisait un tel appel, il n'y avait pas un seul individu qui allait refuser de venir. Parce que c'est une question d'honneur. Il faudrait être au rendez-vous pour d'abord honorer l'intelligentsia dont vous êtes doté. Honorer les aïeux. Justement, les mailles de nos relations sociales font en sorte que quand les Maliens acceptent de se parler, ils se comprennent. Nous sommes une famille-nation et dans une famille, on va se bagarrer. Ça peut être violent. Certains vont vouloir quitter. Mais ils n'auront pas d'autre choix que de revenir de toutes les manières, sinon ils ne sont pas malidés. Maintenant, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre être malien et être malidé. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est donc utile et nécessaire pour un Mali nouveau qui prend sa source dans le passé glorieux des chemins tracés par nos ancêtres. Le dialogue inter-malien phase régionale et celle de la diaspora débute demain
Pour 3 jours, le comité de pilotage de ce processus appelle les Maliens à participer massivement à ce rendez-vous historique ou de l'histoire pour la paix et la réconciliation au Mali. Également, dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale est à Kaï. Dans son agenda, 3 activités: visite du chantier du nouveau lycée public de Kaindi, visite du lycée Dougokolo Konaré et rencontre avec des partenaires de l'école. Les détails avec Kansuto Kanouté. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une descente ce jeudi aux environs de 12 heures sur le chantier du nouveau lycée public de Kaindi en compagnie d'une délégation composée du chef de l'exécutif régional, colonel-major Moussa Soumaré, des autorités administratives, politiques et militaires. Il s'agissait pour le chef du département en charge de l'éducation de venir constater de visu l'évolution des travaux de construction de cette bâtisse, laquelle est composée de 12 salles de classe, d'une salle d'informatique, d'une salle de gym, d'un terrain de football, d'un terrain de basketball, de 2 laboratoires, d'un bloc administratif, de 6 blocs de toilettes et d'un logement pour gardiens. Après s'être imprégné des réalités du terrain, le ministre a exprimé sa satisfaction. J'étais ici en juillet dernier dans la délégation de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, pour la pose de la première pierre du lycée. Je pense que dans cette délégation, il n'y avait personne qui pouvait penser que 9 mois après, qu'on aurait affaire à un joyau. C'est un joyau que j'ai eu le bonheur de visiter aujourd'hui à Kaindi. Ce lycée sera fonctionnel à la rentrée 2024-2025. Je parle de la rentrée scolaire. Après l'étape du nouveau chantier du lycée public de Kaindi, le ministre et sa délégation ont visité les 3 salles de classe du lycée Dougokolo Konaré en pleine construction. Ce sont des travaux d'extension qui font partie des projets MICRA à travers la Banque mondiale qui s'occupe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Mali. Après cet exercice, le ministre a rencontré les partenaires et les enseignants. Ça a été un échange très fructueux. Ce qui vient de se passer dans la salle est une sorte de métaphore de ce grand dialogue intermalien. Auparavant, le ministre, en compagnie de sa délégation, avait rendu une visite de courtoisie à la famille du doyen El Hadj Aminyan et aux légitimités traditionnelles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lui, est à Sikasso. Il est venu apprécier le dispositif en place pour une opérationnalisation effective de l'université de Sikasso. Sekou Konaté, Souleymane Bamba. C'est par une rencontre avec les autorités administratives et politiques que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entamé son séjour à Sikasso. Occasion pour le ministre de partager avec les acteurs régionaux les mesures prises pour faire bouger les lignes. Un responsable des activités d'opérationnalisation est nommé depuis mai 2023. Il a travaillé d'arrache-pied et c'est ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Donc un responsable de l'Institut aussi a été désigné. Il est présent ici à Sikasso. Et on a pu aussi sélectionner les premiers étudiants qui vont donc commencer leurs études dans cet institut. Donc qui ont déjà fait d'ailleurs leur préinscription dans la base de données de Campus Mali et qui bientôt feront leur inscription physique afin de pouvoir commencer leurs études. Cap est ensuite mis pour les locaux de l'ancien conseil de SEC où doivent démarrer les activités avec la filière technologie alimentaire de l'Institut universitaire pour le développement rural de l'Université de Sikasso. Une bâtisse qui offre plusieurs commodités pour accueillir les premiers étudiants au nombre de 167. Il a été demandé d'ouvrir rapidement un des instituts de l'université. Et on s'est battu, on a les anciens locaux du conseil qui ont été remis au conseil régional, on les a remis provisoirement ces locaux pour vraiment commencer la formation des jeunes étudiants. À Gongasso, à une trentaine de kilomètres de Sikasso, qui doit abriter l'université sur 400 hectares, tout est fin prêt pour un démarrage effectif des travaux de construction et seront réalisés par l'entreprise Ouagadougou Sal. Et le coût global est de 52 milliards de francs CFA. Nous voyons bien que le site est à côté de la voie bitumée et nous sommes dans une commune où il y a un leadership très important. Nous venons de le constater à travers les autorités communales ici et un engagement de toutes ces autorités pour que cette université puisse être implantée ici. Donc le site est là, disponible, mis à notre disposition, donc un titre foncier qui est déjà créé. Donc tout est fin prêt pour que
la première institution qui va être construite, qui est l'Institut, puisse être implantée ici. Il y a ici l'adage qui dit une chose promise, chose due. Alors cette promesse est tenue parce que les travaux de la première structure de l'université, travaux de construction, donc, vont débuter très bientôt, maximum dans un mois. Il faut signaler que partout où la délégation est passée, elle a rendu visite aux notabilités qui ont fait des bénédictions pour le Mali. De l'éducation à la santé, le Mali dispose-t-il d'un meilleur système de santé pour faire face à la forte chaleur? Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique répond par l'affirmatif. Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré s'appuie notamment sur le plan spécial de santé élaboré et appliqué dans toutes les structures sanitaires du pays. Il est interrogé par Abdul Karim Kaba. Aujourd'hui, avec les insuffisances dans la production de l'énergie, nous avons un dispositif au niveau de l'ensemble de nos structures de santé qui, d'abord, notre système de santé est un système très résilient puisque basé sur la gestion communautaire. D'abord, dans la base de la pyramide, au niveau de la base de la pyramide, nous avons des centres de santé communautaires qui sont les premiers contacts et dès que, en principe, la population a un souci, il est de leur devoir de fréquenter ces structures-là, qui a un plateau technique qui permet d'assurer en tout cas un certain nombre de prises en charge. Et dès que leur capacité est dépassée, ils les réfèrent ou évacuent au niveau des centres de santé de référence. Aujourd'hui, bien évidemment, avec les questions d'électricité, de fourniture d'électricité, l'ensemble des centres de santé de référence au niveau de Bamako prennent en charge la mise en marche des groupes électrogènes. C'est vrai qu'en certains endroits, les groupes sont un peu vétustes, mais le relais est toujours assuré. Et donc la disponibilité de l'énergie pour faire la prise en charge des urgences, que ce soit urgence obstétricale ou toute autre urgence, il n'y a pas de grands soucis à ce niveau. Aussi, il est important de souligner que les capacités de nos équipes, lorsque nous avons des patients, nous recevons des patients en détresse respiratoire, permettent surtout avec les unités de pédiatrie, les unités de néonatologie, d'assurer la prise en charge. Et lorsque les capacités de ces structures-là sont véritablement dépassées, l'évacuation est faite au niveau des hôpitaux, que ce soit Gabriel Touré, Point G ou Kati ou même l'hôpital du Mali. Mais je voudrais rassurer encore une fois de plus que l'oxygène est disponible dans le circuit d'oxygène de l'ensemble des pédiatries de Bamako. Mais aussi, il y a même une disponibilité des extracteurs d'oxygène qui sont en mesure d'accompagner le sujet demandant l'oxygène pour sa respiration. Nous avons, par le passé, fait un forum pour améliorer l'accueil dans nos structures. Mais vous savez, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et nous avons d'excellents services dans lesquels les patients sortent vivants, sortent guéris. Mais à côté, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a certaines brebis galeuses qui sont dans toute profession. Mais cela ne peut pas masquer tout ce qu'on fait comme très bonne chose dans notre système de santé. Donc nous souhaitons vivement que chacun puisse jouer pleinement son rôle d'accompagnement et son rôle aussi de responsable technique et que la population puisse écouter les appels. On ne reste pas à la maison avec un malade. Dès les premiers signes de malaise ou d'anomalie, il faut fréquenter les services de santé. Parce que tôt le diagnostic est fait, mieux ça vaudrait pour améliorer la santé de la population et raccourcir le cycle de la maladie. La ministre de la Santé et du Développement social prend part à Atlanta aux États-Unis aux travaux de la 27e revue internationale des programmes nationaux d'éradication du Vertu-Guinée. À l'ouverture des travaux, le colonel Assaba Diallo Touré a rappelé les efforts du Mali dans ce sens. Je vous propose un extrait de son intervention.
Le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de la santé et les partenaires techniques et financiers, ont commencé à mener en 1991 des activités intenses de lutte contre le ver de Guinée à travers la campagne de l'éradication de la dracunculose prônée par l'OMS. Depuis, il a été enregistré des progrès très appréciables à travers une réduction drastique du nombre de cas et du nombre des villages endémiques. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé du Mali, à travers la Direction générale de la santé et le Programme national d'éradication du ver de Guinée, en étroite collaboration avec les directions régionales des services de santé humaine et animale des régions endémiques de Ségou et Mopti, a procédé en 2023, tout comme les années antérieures, au renforcement des acquis de lutte contre la maladie de ver de Guinée et à l'exploration de toute stratégie novatrice pouvant arrêter sa transmission, surtout à travers la mise en œuvre du projet Paix pour la santé dans les districts endémiques du pays pour accélérer cet effet. Il ressort de ces efforts que la situation épidémiologique de la maladie du ver de Guinée en 2023 au Mali se caractérise par la ressurgescence d'un cas humain et d'une légère augmentation du nombre d'infestations animales qui peut se justifier en partie par une meilleure surveillance de la maladie dans les zones d'endémie dans un contexte d'insécurité. Rabat accueille la 33e session de la conférence régionale de la FAO. Le Mali est représenté par le ministre de l'Agriculture. La rencontre se tient autour du thème « Système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive ». Benogo Fofana. Cette 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique se tient à Rabat, où le Mali est représenté par son ministre de l'Agriculture, Lassina Dambélé, offre une opportunité aux pays africains de discuter des solutions pratiques de la sécurité alimentaire et l'amélioration de la production agricole, puisqu'elle permettra aux membres et autres parties prenantes de partager les meilleures pratiques, d'explorer des partenariats, de discuter des opportunités, ainsi que de fournir des orientations régionales sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique. C'est des initiatives de développement qui sont amorcées dans le cadre de la FAO. Nous allons capitaliser et les bonnes expériences de servir le monde. Et je suis convaincu qu'à travers ça, il y a beaucoup d'initiatives que nous pouvons engranger. Les discussions de 3 jours portent sur le cadre stratégique de la FAO pour la période 2022-2031. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images d'amateurs que nous sommes envoyées. Au Mali, plus d'1 million de personnes sont menacées de crise alimentaire. Pour faire face à la situation, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires sont réunis pour un atelier de planification. Les détails, c'est avec Benoko Fofana. La sécurité alimentaire reste une préoccupation majeure au Mali, avec des milliers de personnes confrontées à la faim et à la malnutrition, selon les statistiques. Ainsi, pour garantir l'accès à une alimentation adéquate pour tous au Mali, un atelier de planification est initié entre les acteurs de la sécurité alimentaire par Mali Cluster Sécurité Alimentaire. Il vise à planifier les besoins alimentaires de l'année 2024 dans les 703 communes du Mali, en tenant compte de l'ancien découpage administratif du territoire national. Au total, 1 372 248 personnes sont attendues en crise. Compte tenu des besoins importants et des ressources limitées, une meilleure visibilité des actions s'avère nécessaire et les plus hautes autorités du pays y attachent une attention toute particulière. Au regard de l'analyse de cette situation qui prévaut, les partenaires de l'État du Mali réaffirment leur engagement auprès du gouvernement à lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous osons espérer quand même nous allons sortir de cet atelier avec des résultats très intéressants et aussi de réaffirmer quand même cet engagement. La FAO ne ménagera aucun effort pour l'atteinte de tous les objectifs donc attendus dans le cadre du cluster de sécurité alimentaire. Face à la persistance de l'insécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial a assisté plus de 280 000 personnes déplacées et réfugiées au cours du premier trimestre 2024. Aussi, le PAM poursuit ses efforts de mobilisation de ressources dans un environnement difficile pour les besoins exprimés plus haut,
au cours de l'année. Au terme de cet atelier de 4 jours, il est attendu des recommandations qui contribueront à une réponse optimale de l'État et ses partenaires à travers une planification détaillée et rigoureuse pour satisfaire les besoins d'assistance alimentaire. La coordination des actions humanitaires dans la région de Gao, objectif d'une mission conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire dans la région. Il s'agit en clair de mieux soutenir les efforts de l'État et éviter la double assistance. Agali Agagissa, Al-Hassan Amadou. La période de soudure s'annonce et le gouvernement entend prendre le taureau par les cornes. C'est ce qui justifie cette rencontre du commissaire à la sécurité alimentaire avec les autorités régionales et les acteurs humanitaires intervenant en cette région. La composition et les types d'ONG nationales et internationales qui sont là, ça veut dire que Gao constitue un maillon important pour vous et cela nous réconforte davantage. La délégation qui a été reçue en premier lieu par le gouverneur et son staff a expliqué la nécessité de mieux coordonner les opérations d'assistance dans cette partie du pays. Le commissaire s'est ensuite rendu au bureau d'OCHA, la coordination des organisations humanitaires intervenant dans la région. Ici, la planification des actions humanitaires a également dominé les débats. Dans le contexte grandissant de rareté des ressources, donc la très faible mobilisation des ressources, il est important de nous mettre ensemble et de mettre bout à bout l'ensemble de nos moyens qu'on a pu mobiliser cette année au les plans nationaux de réponse pour avoir une intervention la plus efficace possible. Et tout cela, en souhaitant que ça se fasse sous le leadership du gouverneur de région qui doivent assurer au niveau local une parfaite coordination de l'ensemble des interventions à la fois de l'État et de ses partenaires. Les chefs des agences humanitaires n'ont pas manqué de saluer l'amélioration de la situation sécuritaire et la bonne collaboration avec les autorités régionales sans passer sous silence certaines difficultés. Avec l'effort des uns et des autres, les gens se sentent en sécurité et veulent aller vers les communautés qui sont maintenant dans d'autres régions où effectivement on a enregistré des situations difficiles liées à l'insécurité. L'ensemble des acteurs sont réceptifs à cette demande de plus de coordination et sont disponibles et travaillent déjà avec les services du gouvernorat de Gao. Et le gouverneur lui-même a souligné une parfaite coordination ici à Gao. Ils ont fait cas de beaucoup de contraintes liées à l'accès humanitaire et là aussi l'État, en ce qui le concerne, va apporter les réponses qu'il faut. Nous avons parlé de la sécurisation des axes pour le meilleur approvisionnement des marchés et pour une plus grande disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés au niveau de Gao et la sécurisation de l'axe Gao-Sévaré et de l'axe Gao-Menaka ou alors de l'axe Gao-Niamey aussi. Au terme de la rencontre, le commissaire à la sécurité alimentaire a invité les acteurs humanitaires à mieux partager les alertes avec les représentants de l'État, ce qui permettra d'identifier les besoins et mutualiser les efforts pour gagner le combat contre l'insécurité alimentaire. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence constate qu'un faux avis de réunion émanant de la structure circule sur les réseaux sociaux. Convient en réunion tous les membres du groupement des menuiers du Mali le lundi 22 avril 2024 à 10h dans la salle de réunion de la DGCCC. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence tient à apporter un démenti formel à ce faux avis de réunion et informe les professionnels du secteur que des canaux appropriés sont utilisés pour toute convocation de réunion. Par ailleurs, la DGCC prendra toutes les dispositions au niveau des services compétents pour mener une enquête afin d'identifier les coupables et les traduire devant les juridictions compétentes. Et parlons à présent de cette célébration ce jeudi 18 avril à Bamako de la Journée internationale des monuments. L'édition 2024 est placée sous le thème « Catastrophes et conflits » à travers le prisme de la Charte de Venise. Cette journée a été célébrée au Mali à travers une conférence débat, nous dit Moussa Kamara. C'est l'école nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré, ce temple du savoir qui a été choisi par les responsables du Conseil international des monuments et sites du Mali pour célébrer la journée des monuments. La charte a été élaborée par des professionnels, des architectes européens, donc c'est assez eurocentriste. Comment faire contribuer les autres régions à la relecture, à revisiter cette charte
pour vraiment lui donner une dimension universelle mondiale. La journée internationale des monuments et sites est célébrée au Mali depuis 2014. Elle offre l'opportunité aux acteurs du secteur de l'art et de la culture de rappeler l'importance des biens culturels et la nécessité de les protéger. Notre travail au sein de ICOMOS, c'est en dehors même de cette journée-là, c'est de faire des activités pour qu'on ait de plus en plus de prise de conscience qu'il faut préserver ces monuments-là, autant pour les professionnels que pour les usagers de ces monuments-là. La charte de Venise est l'instrument juridique qui a été approuvé en mai 1964. Elle a été largement expliquée aux étudiants de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré. Ce qui m'a beaucoup plu, la charte de Venise est là pour protéger nos monuments qui reflètent en fait notre histoire, notre religion, notre culte, qui aujourd'hui, de plus en plus, nous, la jeunesse, qu'on a besoin pour savoir de quoi ou d'où est venue notre histoire et pour savoir nos traces et pour aussi nous faire connaître tout ce qui est de nous-mêmes. La charte d'Athènes a été également évoquée au cours de cette conférence débat. Elle fut approuvée en 1933 par les urbanistes et les architectes. La charte d'Athènes, c'est quelques architectes, notamment l'un des plus célèbres, Le Corbusier, qui a essayé de réunir ses pairs pour voir comment le monde est en train de partir, qu'il est indispensable de poser des principes de l'urbanisme, des principes d'aménagement de nos villes. Bamako, on vit en ville avec les habitudes du village. Quel est le Malien qui n'a pas un mouton chez lui ou un bœuf? Mais à la longue, ça ne peut pas durer. Au Mali, l'ICOMOS se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et sites du patrimoine culturel. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Demain 13h, Aribatou Koyan Diakité. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition du soir qui sera consacrée en grande partie au dialogue intermalien, phase régionale et celle de la diaspora. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.